Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 5 janvier 2017. La lutte contre le terrorisme était au centre du premier conseil des ministres de l'année 2017. L'exécutif burkinabé a décidé de la création d'un comité national de gestion des crises terroristes. L'objectif est de répondre promptement et efficacement à tout acte terroriste perpétré sur le territoire burkinabé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso passent en revue l'accord de coopération culturelle signé en 2009. Les ministres de la culture des deux pays sont réunis depuis ce matin à Abidjan. Objectif à renforcer davantage ce partenariat et booster le brassage culturel entre les peuples ivoiriens et burkinabés. Les membres du gouvernement burkinabé se sont réunis ce matin au palais de Kosiam pour le premier conseil des ministres de l'année 2017. L'une des grandes décisions de ce conseil est la création du comité national de gestion des crises terroristes. D'autres dossiers ont aussi été étudiés, notamment le plan stratégique national pour l'élimination des mutilations génitales féminines et le régime juridique applicable aux structures de formation de jeunes sportifs. Des détails avec Yacouba Gamene et Vincent Kendrebego. Le National de gestion des crises terroristes, c'est l'une des décisions du gouvernement au sortir du premier conseil des ministres de l'année 2017. Un décret portant création, composition et attribution de ce comité est adopté au cours de ce conseil. Ce comité est sous la tutelle du Premier ministre et c'est pour le riposte prompte et efficace à tout acte de terrorisme partout sur le territoire national. Ce comité comprend un comité national de crise, un secrétariat permanent, un centre unifié de gestion des crises, des unités d'intervention et d'appui soutien. Le Conseil a également adopté un plan stratégique national de l'élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso, assorti d'un plan d'action triennal 2016-2018. Ce rapport justifie que les mutilations génitales féminines touchent encore plus de 140 millions de filles et de femmes dans le monde. Le coût total du plan d'action opérationnel 2016-2018 du plan stratégique est de 3 milliards 245 millions 73 000 francs et sera assuré par les PTF et l'État burkinabé. La crise au sein de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs du coton, devrait connaître bientôt un dénouement. À cet effet, le ministre de l'Agriculture a fait au Conseil une communication orale sur les mesures entreprises. À l'issue de la rencontre avec tous les membres et en discordance et en présence des autorités administratives, politiques et militaires, il a été décidé d'un concordat accepté par tous les partis présents, dont la mise en place d'une administration provisoire inclusive, assortie d'un chronogramme pour les élections futures. Au titre des transports, le gouvernement a adopté la candidature du Burkina Faso pour abriter le siège de l'ACSAC, l'agence communautaire de supervision de la sûreté de l'aviation civile de l'UEMOA, à Bobo-Dioulasso. Et dans le dossier des sports, on note l'adoption d'un régime juridique applicable aux structures de formation des jeunes sportifs pour pallier les insuffisances. Et justement, notre invité est Tahirou Bangré, ministre des Sports et des Loisirs. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. On l'a vu dans l'élément qui vient de passer, le gouvernement a décidé de mettre en place un régime juridique applicable aux structures de formation de jeunes sportifs. Oui. On sait que le Burkina Faso compte plusieurs écoles de formation de jeunes sportifs. Comment fonctionnaient-elles ces écoles jusqu'à présent ? Merci encore à vous. Vous le savez, avec l'adoption de ce projet de décret, nous avons résolu un grand problème de vide juridique qui caractérisait ces structures de formation. Et donc c'est une réelle satisfaction pour le ministère d'avoir répondu
et aux instructions donc des plus hautes autorités de ce pays, donc que nous avait demandé de trouver donc des solutions donc à ce problème, donc à certaines crises aussi qu'on avait, parce que vous le savez, beaucoup de centres donc se mettaient en place et certains disparaissaient. Et cela nous a empêché d'avoir quand même, vous le savez, en matière donc de relève, vous savez, quand vous voyez Planète Champion à son temps, qui a disparu, et actuellement nos étalons, beaucoup viennent donc de ce centre de formation. Donc vraiment, il fallait mettre en place donc ce projet de décret, donc visant donc la création et le fonctionnement donc de ces structures. Donc vraiment, ça a été vraiment une bonne affaire donc pour nous, et un soulagement aussi pour les jeunes enfants, parce que dorénavant, et lorsque vous allez dans ces structures de formation, vous êtes obligé quand même, la scolarisation est là, donc il va falloir penser donc à ces enfants-là, donc à leurs études, et non pas forcément à une rentabilité économique. Donc je pense que l'enfant est au centre donc de ces centres, de ces structures donc de formation. Il y a que ces structures également étaient confrontées à des problèmes d'infrastructures et de moyens matériels et financiers pour leur fonctionnement. Mais bien sûr, hein, et maintenant, dans les cahiers de charges, il va falloir donc mettre au point donc toutes ces infrastructures dorénavant. Et je pense que il y a certains qui commencent à faire donc cet effort, parce que là, lorsque vous allez dans certains centres de formation, vraiment c'est pas terrible. Donc il n'y a pas suffisamment de moyens. Il faut mettre vraiment les enfants dans les conditions. C'est comme à l'école, il faut vraiment qu'ils puissent bien travailler dans des conditions idoines. Et je pense que avec ce projet de loi, nous allons vraiment arriver donc à trouver donc des solutions et pour assurer la relève, ce que nous recherchons d'ailleurs, parce que on voit qu'il y a un problème à ce niveau-là. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, la CAN 2017, c'est dans moins de 10 jours. Les étalons sont en préparation à Marrakech. Est-ce que sur le plan matériel et financier, tout est réuni pour permettre aux étalons de faire une bonne CAN? Oui, des efforts ont été faits. Ça n'a pas été facile parce que, bon, vous savez... Et pour trouver le budget qui n'était pas inscrit, donc le budget prévisionnel qui n'était pas encore inscrit dans notre budget. Et donc, ce n'était pas évident. Mais vraiment, je profite de l'occasion de saluer les hautes autorités vraiment qui ont compris. D'abord, le président, le Premier ministre, le ministre et le Comité des Finances. Et donc, pour nous permettre quand même d'avoir donc les fonds nécessaires pour accompagner nos étalons. Donc, je pense que c'est chose faite. Et tout est mis en place donc, pour accompagner les étalons qui constituent, comme vous le savez, la vitrine donc, de notre pays. D'accord. Alors, un match préparatoire, un match amical contre l'équipe A' du Maroc, les étalons ont perdu hier 1-0. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un peu? Oui, on peut s'inquiéter, mais bon, moi, je ne suis pas, en tant que compétiteur, je l'ai été. Donc, c'est des matchs amicaux. Et autant souvent, l'entraîneur va procéder à plusieurs changements, et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont évolué en première mi-temps, et puis aussi avec l'expulsion matinale très tôt de Traoré, donc on n'a pas facilité les choses. C'était un match amical, je pense que souvent, moi je le constate comme ça, certaines défaites nous aiguisent, nous permettent donc de nous préparer davantage donc pour aborder donc les matchs à venir. Je pense que on peut reculer pour mieux sauter. Je pense que c'est aussi l'occasion donc de se remettre en cause quand vous avez des défaites, etc. Il ne faut pas forcément tout le temps gagner parce qu'on peut dormir sur ses lauriers. Et je pense que on va tirer les leçons. Je pense que l'entraîneur est là pour ça. Il va tirer les leçons de ça, réunir, voir ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. Le plus important, c'est le 14, le 14 janvier, le premier match, qui est voilà, contre le Cameroun, c'est le plus important. Les matchs amicaux, et puis l'équipe d'en face est venue, c'est l'équipe A'. Ils n'ont rien à perdre. Ils veulent se montrer aussi pour mériter leur place en équipe A, donc ils vont se défoncer. Et je pense que nous, souvent aussi, on va se retenir pour ne pas se blesser à quelques jours du match. Il y a tout cela fait que, bon, souvent, les matchs amicaux ne nous permettent pas donc de dire ce qu'on... Voilà, de juger la situation. D'accord. Alors, pour cette CAN 2017, quels sont les objectifs de votre département? Qu'est-ce que vous attendez des étalons?
Oui, les objectifs, je pense que c'est les mêmes que tout le monde, c'est de remporter la CAN. Ça, ce sont nos souhaits. Ça, il ne faut pas se le cacher. Nous rêvons tous de remporter cette CAN. Et sinon, ce n'est pas la peine de partir. On va se donner les moyens. Et on s'est donné les moyens. Et donc, les supporters vont nous suivre pour aller vraiment être le 12e supporter. Nous sommes en train aussi d'organiser nos compatriotes qui sont au Gabon, qui seront vraiment d'un réel appui, parce que vraiment les joueurs souvent ont besoin donc de ce 12e joueur donc pour aller jusqu'au bout. Donc nos objectifs, c'est déjà le premier tour, donc il faut viser à le passer, et puis maintenant le reste, on verra ce qui va se passer, parce que les 16 équipes sont là, tous pour remporter la coupe. Et nous, notre souhait, c'est de la remporter aussi. Il faut se donner les moyens, il faut mouiller le maillot, il faut se battre jusqu'au bout. Il n'y aura pas de cadeau pour qui que ce soit. D'accord. Merci à vous, Monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Toutes ces informations. Et bonne année à tout le monde. Merci. Et je rappelle très rapidement que nous étions avec Tahirou Bangré, ministre des Sports et des Loisirs, pour parler de la mise en place du régime juridique applicable aux structures de formation de jeunes sportifs, et nous en avons profiter pour parler de la CAN 2017 qui s'ouvre dans quelques jours au Gabon. La suite du journal, reprise cet après-midi au tribunal militaire de Ouagadougou du procès des militaires présumés coupables de la tentative de libération du général Gilbert Diendéré. Les débats se sont plutôt focalisés sur la compétence de la Cour à juger le dossier. Konsun Koulibaly, Zoubaviel Dabiré. Une journée de débat sur la compétence de la Cour à statuer sur le sort des présumés coupables de la tentative de libération du général Gilbert Diendéré. La Cour constitutionnelle, saisie pour juger de la légalité de la procédure, a livré son verdict. Cette Cour du tribunal militaire est bien compétente pour juger le dossier. Une décision qui ne rencontre pas l'assentiment de la défense. Après toute cette médiation qu'il y a eu de cette affaire, nous pensions que le droit n'allait pas être dit. Voilà, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le tribunal vienne dire qu'il n'est pas compétent pour avoir à rendre compte. J'ai vu toute cette médiation qu'il y a eu. Et nous avons soulevé des questions de droit, des questions qui étaient imparables. Malheureusement, nous sommes déçus parce que le droit n'a pas été dit. Des avocats de la défense qui promettent se réunir en vue d'aviser. La suite du procès est prévue pour demain vendredi dans la matinée. Le ministre en charge de la culture est en Côte d'Ivoire pour une conférence de presse internationale sur l'organisation du FESPACO 2017. Avant ce point de presse, Tahirou Bari a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien. Les échanges sur l'accord de coopération culturelle signé entre les deux pays en 2009. Le point de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Salif Belem et Mounira Kéré. Les trésors de la Côte d'Ivoire remis au ministre de la Culture burkinabé signent de la vitalité des liens d'amitié qui lient les deux pays. Autour de cette table, les premiers responsables en charge de la culture du Burkina et de la Côte d'Ivoire y dressent le bilan de l'accord de coopération culturelle entre Ivoiriens et Burkinabés. Depuis le traité d'amitié et de coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui s'est décliné en plusieurs activités à travers les ministères, nous avons pu enregistrer 28 activités. Au cours de ces 28 activités, qui sont tenues aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso, les acteurs culturels des deux pays ont travaillé ensemble. Pour donner plus de tonus aux liens d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, des activités sont envisagées dans les domaines de la formation, du patrimoine et du cinéma. Les deux gouvernements ont exprimé fortement une volonté d'améliorer, d'intensifier les échanges culturels entre les deux pays. Et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre depuis le TAC 5. Nos deux ministères seront très attentifs pour lever tous les obstacles
qui vont freiner l'accélération de cette coopération. La dernière activité en lice est la prochaine biennale du cinéma africain et c'est en terre ivoirienne que sera animée ce 5 janvier une conférence de presse internationale sur le FESPACO 2017. Une convention lie désormais la Fondation Joseph Kizerbo et l'Institut des sciences des sociétés. Dans le cadre de ce partenariat, plus de 3000 ouvrages du professeur Joseph Kizerbo ont été remis à cet institut. Des précisions avec Amado Ilboudo et Aruna Mari. Le directeur de l'Institut des sciences des sociétés tient ici entre ses mains Histoire générale de l'Afrique, un ouvrage bien connu dans le monde scientifique. Il apporte un éclairage sur l'histoire du continent. Cet écrit du professeur Joseph Kizerbo fait partie des 3846 autres ouvrages, revus et manuscrits offerts gracieusement par la Fondation Joseph Kizerbo à l'Institut des sciences. Pour que le choix soit porté sur notre institut, il a fallu qu'on puisse démontrer que réellement nous travaillons dans les mêmes sens que l'idéologie ou la pensée développée par le professeur Joseph Kizerbo. Et c'est pourquoi nous sommes satisfaits d'avoir pu faire cette jonction-là entre l'Institut des sciences des sociétés et la Fondation Joseph Kizerbo. La convention a été signée le 9 décembre dernier. C'est une façon pour la Fondation et les ayants droit de Joseph Kizerbo de perpétuer la pensée du professeur à travers la remise de ses œuvres relatives aux sciences sociales. Ces œuvres comportent des écrits de l'historien traduits en plusieurs langues et des ouvrages utilisés pour ses recherches. Nous remplissons un devoir de solidarité avec la communauté scientifique. Voilà ce qui nous a motivés. Parce que nous sommes axés sur l'idée force de Joseph Kizerbo. On ne développe pas, on se développe. Et nous entendons contribuer à la promotion de l'éducation, de la recherche et de l'intégration en Afrique. Ces ouvrages peuvent être consultés sur place. Pour la communauté scientifique, ce trésor va contribuer à l'avancée de la science et à la promotion du développement endogène, tant prôné par le professeur. Beaucoup des propos de Joseph Kizerbo concernent l'éducation. Et justement, ce que ce fonds documentaire nous apporte est immense. Parce qu'à partir de ce fonds documentaire, on peut avoir des projections d'idées. On peut avoir des projections de recherche. On peut même encore construire des thèses sur des axes qu'il a définis et qui n'ont pas encore été explorés. L'Institut regorge en son sein des équipes pluridisciplinaires engagées sur le terrain de la recherche pour la protection du patrimoine national et de la diversité culturelle, ce dont intervient 10 ans après la mort de Joseph Kizerbo. Voilà, des ouvrages qui pourront servir aux étudiants pour leur recherche documentaire à l'université de Ouagadougou ou dans les artères de la capitale burkinabé. Plusieurs étudiants mènent des activités commerciales. Ils sont soit photographes, producteurs ou vendeurs de manuels scolaires. Grâce à ces petites activités, ils arrivent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins. Paul David Bambara, Oumar Zombré. Un studio photo à l'air libre. Ici, presque tous les photographes sont des étudiants. Des étudiants qui ont le sens de la débrouille pour ne pas compter uniquement sur le FONER ou autres subventions de l'État. Ranyarni Wende Ouedraogo vient de finir sa maîtrise en droit. Il exerce occasionnellement le métier de photographe depuis sa 2e année. Pour subvenir aux besoins, on est souvent obligé de faire de petites activités pour combler le vide laissé par les aides des parents et puis le FONER. Ça m'aide beaucoup à payer mes loyers, à subvenir à mes petits besoins tels que l'achat des savons, des pâtes et tout ça. Difficile de concilier études et photographie en même temps, même si cela permet de joindre les deux bouts en attendant de trouver mieux. C'est pas facile, mais moi personnellement, j'ai mes techniques. Par exemple, si je viens le matin comme ça, à partir de 11h, midi, je repars me reposer et je m'adonne à mes activités d'école, c'est-à-dire le boulot. À l'instar de Rayarni Wende Ouedraogo, ils sont nombreux à courir après les clients qui veulent se faire photographier. Mais ici, chaque étudiant a son tour, de telle sorte que chacun puisse rentrer à la maison avec quelque chose en poche.
Voilà, il y a un rang qui est là. Quand le premier prend un client, il passe derrière, le suivant, lui s'arrête. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont des machines, des appareils. Bon, nous, en tout cas, pour le moment, on n'a pas d'appareil. Donc quand on gagne un client, c'est eux qui tirent, ils enlèvent le prix de lavage dedans, et le reste maintenant, c'est pour nous. Et par jour, tu fais avant combien? Bon, souvent 2500, souvent 3000, souvent 1000 francs, souvent 500. En tout cas, tout dépend de la chance. Mohamed Gombiri, étudiant en 3e année, n'exerce pas dans la photographie. Cet étudiant en lettres modernes est plutôt dans la production et vente de manuels scolaires. Un manuel vendu à 300 francs l'unité. Ce matin, on vient de livrer 100 et il y a eu des commandes encore. On est venu produire 200. Voilà, parce qu'en tant qu'étudiant, voilà, tu ne veux pas seulement te limiter aux fournais ou du moins se limiter aux parents. On essaie aussi de faire cela. Voilà, ça nous permet aussi de subvenir à notre besoin. Ces étudiants reconnaissent que les petits sous engrangés ça et là, grâce à leur activité, sont d'une aide précieuse. Pour cela, ils invitent leurs camarades qui se prélassent encore dans leur lit douillet à faire comme eux pour ne pas tomber dans le vice. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI a organisé ce 3 janvier à Bobo-Dioulasso une conférence sur la citoyenneté. Le musulman doit respecter les préceptes de l'islam, mais aussi se conformer aux lois et règlements de la République. C'est le principal message livré lors de cette conférence. Martin Zerbo, Ali Traoré. L'incivisme et la délinquance sont devenus le quotidien de bon nombre de citoyens. Face à ce mal, le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de la formation islamique, passe à l'action. Il tient ici une conférence sur la place de la famille dans nos sociétés. Beaucoup de problèmes se posent au niveau de la citoyenneté. Nous avons vu que c'est bon que, puisque vous savez que dans la société, la famille est la cellule de base de la société. C'est dans la famille que les enfants naissent, c'est dans la famille que les enfants sont éduqués, et c'est dans la famille que les enfants sont formés. Et si les enfants sont formés, vous allez voir que ça va se répercuter positivement sur les citoyennetés et seront de bons citoyens. Dans son exposé, l'imam Samaké, venu du Mali, a donné les conditions pour avoir une bonne famille. Et pour lui, cela passe d'abord par une bonne mère dans le foyer. En bonne femme, il ne faut pas voir seulement le visage, il ne faut pas voir seulement la corpulence. Il faut d'abord voir la situation sociétale, la situation culturelle, bref, la religion de la femme, l'origine de la femme, toutes choses qui sont recommandées par la religion. Parce qu'il faut que la femme soit une véritable partenaire de l'homme pour la famille future qui est appelée à venir. L'arrivée des premiers enfants interviennent dans ces conditions. Ça trouve que le couple est préparé pour l'éducation de cet enfant. Cette conférence de Bobo se tient en marge de la semaine de la citoyenneté tenue du 26 au 31 décembre dernier à Ouagadougou sous le thème « Le foyer, socle de la citoyenneté ». Plus de 26 milliards de francs CFA seront investis pour relancer les activités de production de la plaine aménagée de Niofila Douna dans les cascades. Les travaux vont concerner la réhabilitation des 410 hectares de la plaine et l'aménagement de 1000 autres hectares. Le comité de pilotage du programme de restructuration et de mise en valeur de la plaine Niofila Douna s'est penché sur la question à Banfora. Des détails avec Maneka Ien, Siriki Milogo et Mireille Carole Tougouma. Les membres du comité de pilotage du programme de restauration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Niofila Douna sont en session. Ils passent en revue le compte-rendu de la première session et l'état d'exécution du programme de travail et du budget annuel 2016. Le programme en tout cas a été mis en œuvre depuis 2012 et chaque année il est bon donc que 2 sessions se tiennent et le président du comité de pilotage en tout cas effectivement est un cadre en tout cas pour permettre aux membres du comité de donner des orientations au programme en tout cas pour une mise en œuvre ici des travaux des programmes annuels. Organe d'orientation et de supervision, le comité de pilotage va doter le programme de restauration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Niofila Douna d'une feuille de route pour 2017. Il s'agit essentiellement de l'aménagement sur la plaine, des extensions rizicoles et des aménagements maraîchers
qui vont être consacrés sur les 1000 hectares. Ensuite, il y a ce qui existait avant, les 410 hectares, qui vont être réhabilités au cours de 2017, notamment le réseau d'irrigation et les activités d'organisation des producteurs. 26 milliards 411 millions seront injectés dans le programme. Un programme qui entend réhabiliter 410 hectares et aménager 1000 autres hectares sur la plaine aménagée de Niofila-Douna. En sport, on joue ce week-end la 8e journée du championnat national de football de première division. Une journée marquée par le derby EFO-Asfa Yenega en match avancé ce vendredi. Souleymane Sanou, Kalfa Ouattara. Il a perdu de sa superbe. Le derby EFO-Asfa reste tout de même l'opposition qui draine le plus grand nombre de public. Autrefois baromètre du football burkinabé, le premier derby de la capitale saison 2016-2017 promet assurément des étincelles entre des équipes qui sont dans une bonne dynamique. C'est vrai que c'est un derby, mais on doit rester nous-mêmes. On doit jouer au football, comme ce qu'on a l'habitude de voir, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes préparés pour pouvoir aborder cette équipe de l'ASFA qui est en train de petit à petit revenir dans ce championnat-là. C'est vrai, c'est un derby, mais c'est un match comme les autres. Si on va se mettre dans la pression que c'est le derby, il faut qu'on joue le ballon du siècle. Je pense qu'on passera à côté. Le maître mot, c'est la victoire. Toute idée de défaite est proscrite. Moi, je ne parle pas de défaite. Voilà, je ne parle pas de défaite. Je me prépare pour venir prendre 3 points. Voilà, c'est un match de football. C'est vrai qu'il y a la défaite, le match nul et puis la victoire. Mais si on m'a confié cette équipe-là, ce n'est pas pour venir faire des défaites. Donc je me prépare pour venir prendre 3 points. Nous sommes dans le vent mou du tableau. Bon, actuellement, chaque équipe a besoin de points. Nous aussi, on aura besoin de ces 3 points-là. Le message de chaque équipe est sans ambiguïté. 3 ans que le FO ne gagne pas face à l'Asfa Yenega. Cette statistique sera-t-elle respectée? Réponse ce vendredi à 15h30 au stade Issoufou Joseph Konombo et en direct sur les antennes de la RTB. L'installation des Kolgoego à l'ouest et la prise de fonction du nouveau chef d'état-major général des armées sont largement commentées par les quotidiens. Aimé Solange Guigma pour la revue de presse. La prise de commandement du nouveau chef d'état-major général des armées fait la une des quotidiens du jour. Moi, général Oumarou Sadou, taille patron, titre aujourd'hui au Faso. Son ambition, précise notre temps, construire une armée soudée et performante. Serait-il l'homme de la situation, se demande bien ce journal, pour accomplir sa lettre de mission qui est de mettre un terme à l'humiliation que subissent les FDS. Il faut attendre de le voir à l'œuvre pour apprécier, dira notre temps. Mais pour Sidoya, avec ses qualités militaires, il saura peut-être sonner la fin des attaques répétées contre les positions militaires et paramilitaires, pourvu que le pouvoir politique garantisse les moyens financiers et logistiques nécessaires à l'armée pour qu'elle puisse assurer correctement ses missions régaliennes. Et pour mener à bien donc sa mission, le nouveau chef d'état-major général des armées compte restaurer l'autorité du commandement dans toute sa dimension et renforcer le dispositif au nord du Burkina, nous explique le pays. Le problème de l'installation des Kogluego à l'ouest du pays se pose également dans les colonnes des journaux du jour. À ce sujet, aujourd'hui au Faso affiche le torchon brûle vif. Achemine-t-on vers un affrontement d'Ozo-Kogluego, s'interroge l'observateur Palga. Pour ce journal, la crise est désormais ouverte. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre ces deux groupes reste l'arrestation et les sévices corporels infligés à un autochtone du village de Piaki. Il faut vite donc désamorcer cette poudrière, suggère notre temps, car pour lui, cette crise qui paraît pour le moment banale peut dans le fond se transformer en un conflit ethnique nuisible pour tout le pays. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient tout à l'heure à 22h30.